Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine qui s'achève a été marquée par plusieurs éléments intéressants, à la fois sur des chiffres macroéconomiques, microéconomiques, avec les publications notamment, et en Europe, notamment les publications du luxe, on va en reparler. On va s'arrêter d'abord sur ce qui fait l'actualité en cette fin de semaine, à savoir des chiffres de vente au détail aux États-Unis. Donc au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes vendredi, il est 15h30 et depuis une heure maintenant, les chiffres des ventes au détail aux États-Unis ont été publiés et on commence à voir probablement les premiers signes un peu plus marqués de ce ralentissement de la consommation aux États-Unis. On a un repli en mensuel au mois de mars des ventes au détail de 1% qui fait suite à un précédent repli de 0,4% le mois précédent et on observe qu'en rythme annuel, c'est-à-dire si on regarde l'évolution sur une année des ventes au détail, eh bien on a désormais une progression qui n'est plus que, alors je mets que entre guillemets, mais qui n'est plus que de 2,94%. Alors pourquoi on s'étonne que c'est finalement assez peu? Parce que si on regarde le mois précédent, la progression en annuel toujours était de 5,88%. Donc le rythme de progression en annuel a été divisé par 2 et on était à plus de 6% encore le mois précédent. Donc on voit qu'il y a un vrai ralentissement en rythme annuel de la consommation aux États-Unis, avec carrément des replis, désormais 2 mois consécutifs de replis des ventes au détail. Et ça faisait l'objet des différentes analyses que nous avons publiées ces derniers temps et de ce dont nous parlions dans nos précédents podcasts, c'est qu'on allait probablement avoir un deuxième trimestre marqué par un ralentissement de la consommation, par un fléchissement de la consommation. On en voit les premières traces aux États-Unis. On avait déjà eu des éléments sur l'Europe il y a quelques semaines. Et pourquoi on met ça dans notre scénario de base? Parce qu'un cumul d'éléments différents, des conditions de crédit qui sont plus délicates qu'il y a quelques mois encore, qui sont donc un crédit moins disponible, un crédit surtout qui est plus cher, un stock d'épargne des ménages, stock d'épargne post-Covid qui a été largement entamé aux États-Unis et en Europe, avec également des mesures budgétaires qui sont moins nombreuses parce qu'on parle de cette fin du quoi qu'il en coûte, qui est une réalité dans plusieurs pays européens notamment, et aux États-Unis également, on n'a plus des stimuli à outrance comme on avait dans la période de Covid et un petit peu après le Covid. Donc tous ces éléments-là, dans un contexte où les prix, même s'ils baissent aux États-Unis, on va en reparler, alors j'ai dit une bêtise, les prix ne baissent pas, où l'inflation ralentit aux États-Unis, même si elle ralentit, qu'elle arrive à 5%, et ça je vais en reparler, c'est quand même une très bonne nouvelle pour la Fed dans sa lutte contre l'inflation, mais ça reste encore des niveaux d'inflation qui sont encore très importants, qui sont beaucoup moins importants qu'il y a quelques mois, mais qui sont encore très importants. Et en fait, les effets cumulés de ces mois successifs de prix élevés, eh bien, ça commence à essouffler le consommateur, ça commence à user le consommateur, et je pense que c'est ce que nous sommes en train de voir. Et on rappelait que c'était probablement un point de passage obligatoire pour la Fed de passer par ce ralentissement de la consommation, par ce fléchissement, parce que la consommation sur les derniers mois a encore été, et les derniers trimestres, s'est faite sur des rythmes qui étaient encore largement supérieurs au rythme médian que nous avons en termes de progression des ventes détail avant la crise Covid. Donc on est encore, même malgré ce ralentissement qu'on a observé ces 2 derniers mois, on est encore sur des phases de consommation qui restent encore trop élevés, dans des niveaux de consommation qui restent trop élevés par rapport à une tendance moyenne qui était en place sur les 10 années qui ont précédé le Covid. Et donc, pour ramener l'inflation vers les 2%, bien, il faudra très très probablement passer par un tassement de la consommation, et forcément ça aura des conséquences sur le PIB américain, sachant que la consommation c'est le plus gros pilier pour la croissance américaine, pour le PIB américain. Évidemment que cela devra avoir des conséquences aussi sur le rythme de croissance aux États-Unis. Et donc, est-ce que c'est une surprise? Est-ce que les membres de la Fed, par exemple, sont surpris par ça? La réponse c'est non. Vous écoutez par exemple cette semaine, on a eu quelques déclarations de speakers de la Fed. Je prends l'exemple de Neil Kashkari par exemple, alors qui est quand même connu pour être un faucon, mais Neil Kashkari, il dit que à la fois les effets des hausses de taux cumulées de la Fed et du ralentissement probable du crédit à venir après le stress bancaire pourraient déclencher une récession, mais en gros il explique que si ce combat contre l'inflation et si ces mesures n'étaient pas prises, et avec le stress bancaire étant une des conséquences de ce redressement des taux très forts de la Fed, il dit que les conséquences pour l'emploi de cette inflation élevée seraient bien plus importantes.
Et donc on voit bien que la Fed n'est pas, encore une fois, mal à l'aise avec l'idée d'une possible récession technique, d'une petite récession, mild recession, ce on a vu apparaître, c'est ce terme, mild recession, qu'on a vu apparaître dans les minutes de la Fed qui ont été publiées cette semaine, mercredi soir, où on voit qu'effectivement, certains membres de la Fed, d'un côté, considèrent que les progressions de salaire aux États-Unis sont toujours trop élevées et incompatibles avec l'atteinte d'un objectif d'inflation à 2%, tout en notant quand même qu'il fallait tenir compte des effets retardés des politiques monétaires, parce que toutes les hausses de taux embarquées vont produire des effets encore et pendant pas mal de temps, même si on ne monte plus les taux, produire des effets a posteriori sur l'économie américaine. Donc il faut tenir compte de tout ça. Mais on voit encore une fois dans ces minutes aussi que la question du ralentissement économique est quelque chose qui est évoqué comme une possibilité qui n'est pas rejetée par la Fed et qui emploie carrément le mot de récession légère. Voilà. Et effectivement, c'est un élément dont il faut tenir compte parce que ça peut donc aussi avoir des implications sur la microéconomie. Mais la question à ce stade, si on parle des marchés, c'est que quel est le point de vue des marchés par rapport à ça? On rappelle que les marchés s'étaient très fortement inquiétés l'année dernière notamment, et même encore une partie du début d'année sur des chiffres d'inflation qui restaient forts, et que là on a enfin eu cette semaine des publications notamment de l'inflation. Alors je dis enfin, on a eu des publications de l'inflation aux États-Unis sur l'inflation globale, donc il inclut tous les items, qui retombe à 5% cette inflation. Donc effectivement on était à plus de 9% il y a quelques mois encore, on est à 5% désormais, c'est beaucoup plus convenable, même si ça reste beaucoup trop élevé, mais c'est beaucoup plus acceptable, entre guillemets, ou c'est beaucoup plus, ou non, je veux dire, c'est plutôt moins inquiétant, on va dire comme ça, c'est moins inquiétant pour le marché que lorsque l'inflation était encore à 8-9%. Donc pour le marché, c'est quand même des chiffres qui sont intéressants. Mais le problème de cette inflation à 5%, c'est que ça, c'est l'inflation globale. Mais si vous prenez l'inflation cœur, et notamment dans la partie des services, dans la partie logement, c'est toujours la grosse partie de cette inflation au cœur, et elle est encore beaucoup trop élevée. On est sur une inflation au cœur aux États-Unis, je rappelle, donc hors alimentation, hors énergie, qui est à 5,6%, et surtout qui rebondit un petit peu par rapport au mois précédent, en termes de progression annuelle. Donc ça reste inacceptable pour la Fed. On ne peut pas dire qu'à 5,6%, même si ça se stabilise un petit peu, etc., que le combat a été mené. Et donc, je pense que vous voyez où on va en venir, c'est qu'on va rentrer dans une phase, là, au deuxième trimestre, où on va avoir, je pense, des signaux de plus en plus nombreux de ce ralentissement économique américain qui va arriver notamment par un ralentissement de la consommation au moment où la Fed peut-être mettra encore une hausse de taux, peut-être pas, mais en tout cas même si elle ne mettait pas une nouvelle hausse de taux, elle ne pourrait pas non plus avoir de discours trop souple. Alors, je vous rappelle que la normalisation monétaire et la restriction monétaire de la Fed, ça passe par deux canaux. D'un côté, les taux, et que même si on ne bouge plus les taux à un moment donné, ce qui me semble être une probabilité très élevée désormais, mais il y a toujours la question du ralentissement du bilan, de la réduction du bilan. Il faut diminuer la taille du bilan de la Fed. Et on rappelle que ce bilan avait connu une nouvelle alors qu'il baissait depuis déjà des mois, avait connu une nouvelle expansion là au mois de mars, au moment du stress bancaire américain, où la Fed avait dû mettre de la liquidité à disposition. Et ça a fait gonfler le bilan, de la liquidité à disposition des banques notamment. Ça a fait gonfler le bilan. Là, on voit maintenant que depuis 3 semaines consécutives, on a une petite diminution de ce bilan, mais c'est donc le second axe de pilotage de la Fed. L'aspect restrictif ne va pas être enlevé à partir du moment où on ne monte plus les taux, parce que même si on laisse des taux dans la fourchette 4,75 à 5%, donc c'est la fourchette actuelle, eh bien, même si on les laisse 3 mois de plus ou 6 mois de plus dans cette zone-là, ça continue de produire des effets contraires et des vents contraires pour l'économie américaine. Donc on est dans ce contexte où voilà, je pense qu'il y a ce risque assez clair d'avoir un petit effet ciseau quand même, d'un côté une économie qui ralentit, le fait qu'il ne peut pas pivoter tout de suite, qu'il ne peut pas assouplir le ton tout de suite, même si elle peut quand même envoyer des messages moins agressifs, expliquant qu'elle se rapproche du taux terminal et qu'elle y est peut-être. Voilà, ça c'est le marché peut apprécier. Mais de l'autre côté, des risques vont commencer à apparaître sur la macro et la micro américaine, parce que si les ventes de détail ralentissent et la consommation ralentit, eh bien pour les boîtes, pour les entreprises, ça veut dire aussi des questions sur les marges qui vont se poser. Alors attention, sur les marges quand même, il y a quand même des effets positifs qui arrivent aussi, c'est qu'on voit par exemple qu'aux États-Unis, par exemple les prix à l'importation sont carrément désormais sur des phases de repli en rythme annuel. On se replie de plus de 4% là, au mois de mars sur les prix à l'importation par rapport à la même période de l'année dernière. Donc ça veut aussi dire que pour les entreprises, là je parle de la partie importation, mais on peut aussi citer les matières premières ou autres, que ça veut dire que pour les entreprises, au niveau des coûts des intrants, de tout ce qui vient en amont, il y a aussi quand même beaucoup moins de pression. Donc certes, elles auront moins de capacité à répercuter les prix, peut-être des volumes de ventes qui vont diminuer, mais de l'autre côté aussi, il y a quand même des pressions en amont qui sont plus faibles. Mais voilà, toute la question, tout le mix pour les marchés va être là. C'est est-ce que ce ralentissement économique qui semble inévitable pour les États-Unis va produire des effets sur la microéconomie, à savoir des résultats d'entreprises qui se dégradent un petit peu. Moi, je pense qu'il y a toujours un petit peu ce risque-là. Est-ce que cela a été complètement pricé dans la grosse chute des marchés qu'on a eu l'année dernière, ou à l'époque, on anticipait déjà une récession qui n'est
n'est pas intervenu, mais qu'on pourrait peut-être avoir maintenant là, à partir du second semestre notamment. Est-ce que du coup les marchés ont déjà tout anticipé dans la grosse phase de stress l'année dernière? Il y a une grosse partie de cela qui a été anticipée, mais à court terme, si vous avez 2, 3, 4 statistiques américaines statistiques macro qui vont dans le sens de ralentissement économique, avec toujours en face de cela des discours de banquiers centraux qui ne peuvent pas être accommodants dans le contexte actuel, même si on se rapproche du taux terminal, on ne peut pas être accommodant dans le discours, eh bien c'est là qu'on peut avoir des effets ciseaux sur les marchés avec plutôt de la consolidation, vous voyez, pas forcément de la rechute massive, lourde ou autre, mais des phases d'oscillation dans des ranges d'une dizaine de pourcents par exemple, qui pourrait être un scénario tout à fait adapté, à ce deuxième trimestre. Donc voilà pour ce qu'on vient de vivre cette semaine sur la partie inflation. On a eu aussi des nouvelles intéressantes sur la partie des prix à la production aux États-Unis. On a vraiment un net ralentissement par rapport au mois de février en rythme annuel, presque divisé par 2 d'ailleurs, la progression des prix en rythme annuel sur la partie des prix à la production. Donc on voit que ça se replie dans des zones qui sont des zones presque normales désormais de progression des prix à la production. Donc il y a quand même un sacré ralentissement de la pression sur les prix du côté des États-Unis, mais toujours sur cette problématique sur la partie cœur, la partie hors alimentation et hors énergie, et notamment tout ce qui touche au logement, loyer et tout ce qui est transport. Donc ça aussi, ça compte assez fortement dans cette inflation cœur aux États-Unis. Autre actualité de la semaine, c'est l'OPEP. Alors l'OPEP, qui était intervenu déjà la semaine d'avant sur la baisse, les annonces de baisse de production, mais cette fois-ci c'est une déclaration que je trouve intéressante où l'OPEP dresse un peu le même tableau que nous dans sa description du contexte mondial, à savoir que l'OPEP dit très clairement, en gros, on s'attend à des effets négatifs sur l'économie américaine, des hausses de taux, on a une activité qui est toujours assez ralentie en Europe, donc c'est pas un contexte où la demande peut être explosive et très forte, donc voilà, et expliquant aussi que désormais il y a un peu moins de tension par rapport au stock, qu'il y a moins de pression par rapport à ça, parce que l'activité ralentissait tout simplement. Et donc je trouve ça intéressant parce que d'un côté ça justifie effectivement pourquoi, et on disait nous que la baisse des annonces de coupe de production de l'OPEP était probablement plus d'ordre macroéconomique que d'ordre géopolitique, même si probablement qu'il y a une petite pique de l'Arabie Saoudite aux États-Unis par cette annonce, mais probablement que ça a été quand même plus motivé à la base par des phénomènes d'ordre macroéconomique, et je pense que là qu'on est comme statistique ces derniers temps aux États-Unis, conforte effectivement cette idée-là. Et du coup, c'est aussi pourquoi je pense que le pétrole, qui avait rebondi là, à 82-83 $, a quand même une hypothèse de retomber dans la zone des 70-75 $ à un moment donné, si on commence à voir cette économie américaine ralentir un peu plus fortement, parce que la production de pétrole aux États-Unis, elle, reste quand même assez bonne pour l'instant. On est toujours dans les zones de 12,3 millions de barils jour, c'est-à-dire à peu près les niveaux de production qu'on connaît depuis le début de l'année. C'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup baissé, malgré tous les épisodes récents, économiques, stress bancaire ou autre. La production américaine de pétrole, elle, est quand même restée très stable ces derniers temps. Donc ça, c'est des éléments normalement qui ne doivent pas offrir le contexte idéal pour un rebond fort des prix de l'énergie et du pétrole, plutôt au contraire avoir des tassements à nouveau des prix dans un contexte de macro américaine et d'économie américaine qui ralentit. Voilà ce que nous pouvions dire. Également, le dernier élément avant de passer au programme pour la semaine prochaine, on a également donc souligné les publications du luxe. Alors, avant d'aller sur le luxe, je vais juste terminer sur la Fed avec une prévision de la Fed de New York qui estime que le bilan de la Fed va devoir dégrossir d'une zone actuelle de 8 700 milliards de dollars à 6 000 milliards de dollars. C'est-à-dire une baisse d'à peu près 30%, si on prend le pic, même de 33% par rapport au pic de taille de ce bilan de la Fed d'ici mi-2025, estime la Fed de New York. Donc ça semble quand même assez peu probable, parce que sur le cycle de normalisation précédent, post-crise des subprimes, le bilan de la Fed n'avait baissé que de 16 à 17% avant que l'expansion ne reprenne le dessus. Donc il serait quand même très surprenant de voir le bilan de la Fed descendre aussi bas que ça et se réduire d'autant. Mais ça veut quand même dire, ça par contre, ce qui est très clair, c'est que la Fed n'est certainement pas arrivée au bout de la réduction de son bilan. Et ça c'est quand même aussi pour les marchés notamment, pour la liquidité, pour le crédit, pour plein de choses. C'est quand même des vents contraires, mais qui sont voulus, qui sont souhaité, parce qu'il faut diminuer un peu la tension sur l'économie, sur le marché de l'emploi, pour ramener l'inflation plus proche des 2%, et ce, assez rapidement. On le disait, dernier élément de la semaine, c'était les publications du luxe, donc des très très bonnes publications pour LVMH et pour Hermès. Simplement, la question qui se pose d'un point de vue marché, c'est est-ce que désormais tout est bien intégré dans les prix, parce qu'on rappelle que ces valeurs avaient déjà très largement progressé depuis les annonces de réouverture de la Chine, la réouverture sanitaire à partir de fin octobre, début novembre. Des valeurs comme Hermès avaient déjà progressé de 50% depuis cette période-là. Et donc finalement, ce qu'on a là, ça semble être plus la finalité, la finalisation de cette anticipation sur le rallye qu'on a eu sur ces 5 derniers mois. Et ça vient coiffer un petit peu ces énormes rallyes sur les valeurs de luxe, plutôt qu'un top départ pour un nouveau rallye. C'est un peu le sentiment que ça peut donner.
Donc voilà, je serais un peu prudent comme là-dessus. Et si les valeurs du luxe devaient entrer dans une phase de consolidation, c'est-à-dire une phase où on oscille dans une zone un peu de range, un peu canal comme ça, ce serait assez justifié, je trouve, après la grosse progression des derniers mois et des chiffres qui actent de cette grosse progression en fait, mais qui, si on devait aller encore beaucoup plus sur les valeurs du luxe, attention quand même aux valorisations et puis attention à la trajectoire même graphique. On voit que sur les graphiques, c'est des trajectoires qui sont désormais verticales, presque exponentielles. Donc voilà, c'est quand même des trajectoires qui peuvent montrer une forme un peu de peut-être d'essoufflement, d'excès à court terme. Rapidement pour la semaine prochaine, le programme. Lundi, on aura un indice manufacturier aux États-Unis, l'indice Empire State, un indice manufacturier donc américain. On aura également le sentiment des constructeurs de maisons, intéressant dans ce contexte de taux élevés et de crédits chers aux États-Unis. Le sentiment, donc, c'est l'indice NAHB. On aura également un discours de Christine Lagarde lundi. Mardi, ce sera au tour de la Chine de publier des statistiques que l'on suivra de très près dans cette réouverture sanitaire ou post-réouverture sanitaire. On aura 3 éléments, les ventes au détail, la production industrielle et l'investissement. Donc ça, c'est une bonne prise de température sur la Chine. L'indice ZIU pour l'Allemagne, donc le sentiment économique en Allemagne. On aura les mises en chantier mardi après-midi aux États-Unis et les permis de construire également. Mercredi, chiffre attendu pour le Royaume-Uni avec l'inflation qui sera communiquée mardi matin. L'après-midi, on surveillera les stocks de pétrole. Ce sujet du pétrole, on va le surveiller dans les jours qui viennent par rapport à des niveaux de prix et de rebond après ces décisions de l'OPEP il y a quelques jours. On verra si ce rebond peut tenir. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de chances de tenir. Et jeudi prochain, on aura les minutes, donc le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque Centrale Européenne, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. On aura pas mal de speakers de la Fed, plusieurs, ils seront au moins 3 ou 4 à communiquer jeudi prochain, donc une journée assez banque centrale à nouveau, jeudi prochain. Et puis vendredi, on terminera par quelque chose de très attendu aussi sur les indices avancés d'activité, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. C'est la journée des PMI. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.